ce soir sur un projet qu'on a développé depuis plusieurs années grâce à l'investissement de toute une équipe de rhumatologie, de pédiatrie qui nous a permis d'être au top à la HNFC au niveau national et européen dans la prise en charge des arthrites juvéniles idiopathiques. Ce sont des maladies inflammatoires de l'enfant qui interviennent de la première année jusqu'à 16 ans, pour ça s'appelle juvénile, mais qui peuvent entraîner des dégâts extrêmement majeurs. Et le but de notre développement, c'est que depuis plus de 10 ans, les traitements ont complètement changé. Donc s'il y a un message à retenir, c'est on arrête de traiter les enfants n'importe comment par corticothérapie. Et on les adresse à des spécialistes, ce qui permettra d'avoir une rémission complète de la maladie et d'avoir aucun handicap. Or, ce n'est pas du tout le cas, et donc c'est quelque chose qu'on a développé au fur et à mesure. Pour la rhumatologie, vous pensez souvent que la rhumatologie, ça s'adresse à des pathologies de seniors, avec des maladies dégénératives, des maladies disco-vertébrales, des pathologies osseuses comme l'ostéoporose ou encore des pathologies métaboliques. Mais en fait, ce qui m'a fait rejoindre le service du docteur Jean-Charles Balbian, il y a maintenant 16 ans, c'était pas tellement ces pathologies. J'étais externe à Strasbourg auprès du professeur Sibilia et ensuite interne chef de clinique chez Daniel Benning à Besançon, où en fait nous ne faisions quasiment que des pathologies inflammatoires, raison pour laquelle on a développé cela avec Jean-Charles durant ces 15 dernières années, vu qu'il y a eu une révolution de traitement il y a quasiment un quart de siècle dans la prise en charge des rhumatismes inflammatoires de l'adulte, que ce soit la polyarthrite rhumatoïde en premier lieu, et les spondyloarthrites et les rhumatismes psoriasiques. Alors on va me dire, mais ça c'est des pathologies adultes. Et en fait, ce n'est pas que l'apanage des adultes, ces rhumatismes inflammatoires donc, touchent l'enfant, et c'est grâce à tous ces développements de biothérapie ciblée ont permis une rémission complète de ces maladies. Alors, pourquoi je suis allée en pédiatrie? Après avoir travaillé dans les rhumatismes inflammatoires de l'adulte, je suis retournée à mes premières amours, et mon premier semestre en tant qu'interne à l'hôpital de Belfort était dans le service de Gérard Daltroff, avec lequel on a construit une collaboration très riche. Et au fur et à mesure, je me suis mise en contact avec les gens du CHU et on a développé, j'ai mis en place une consultation mensuelle où je vais encore depuis maintenant 8-7 ans, une fois par mois en pédiatrie, pour faire une consultation dédiée aux arthrites juvéniles sous biothérapie, et maintenant plus avec le docteur Fauvier mais le docteur Ballot. Alors ce soir, je ne vais pas vous parler des maladies auto-immunes ni des maladies auto-inflammatoires qui sont une part de la rhumatologie pédiatrique très particulière, mais uniquement des arthrites juvéniles idiopathiques. Je ne vais pas vous faire un catalogue, n'ayez pas peur. Ce sont des maladies qui touchent l'enfant, donc de survenue avant 16 ans. C'est une maladie de diagnostic d'exclusion. On a éliminé toutes les pathologies infectieuses et on travaille en collaboration avec nos confrères chirurgiens parce que toute arthrite, monoarthrite de l'enfant, du petit enfant, part d'abord dans un service de chirurgie pour être sûr qu'il ne s'agisse pas d'une arthrite infectieuse. On exclut les connectivites, les pathologies hématologiques qui peuvent mimer des rhumatismes inflammatoires de l'enfant. Une fois avoir exclu tout ça et avoir vu un avis spécialisé, on rentre dans ces grandes classes d'arthrite juvénile. C'est la maladie rhumatismale chronique la plus fréquente de l'enfant. Les chiffres de prévalence et d'incidence sont certainement tout à fait sous-estimés. Nous avons la chance à la HNFC de faire partie d'une cohorte européenne, la GIR-cohorte, j'y reviendrai, et nous sommes centre de compétences nationales et faisons partie de la filière des maladies rares, raison pour laquelle une meilleure exhaustivité va pouvoir être suivie, vu que tous les enfants que nous voyons ici à la HNFC et au CHU de Besançon sont dans la cohorte européenne. Cette arthrite est associée à une importante invalidité, ça reste le premier handicap acquis. Donc il est majeur, il y a deux choses à retenir, pas de cortisone et surtout un délai diagnostique à diminuer. Malheureusement, je vois encore en consultation chaque mois des enfants qui viennent avec des diagnostics complètement erronés de tendinite à répétition, d'entorse qui est survenue la nuit, c'est un peu curieux, et de pathologies inventées alors qu'il s'agit d'un rhumatisme inflammatoire et parfois destructeur, parce que chez l'enfant, comme chez l'adulte, ce rhumatisme peut abîmer les articulations. Si vous venez après, vous ne pouvez pas récupérer cela. Alors, comment se présente une arthrite chez l'enfant? Vous allez me dire, c'est facile, c'est gonflé, c'est chaud, c'est rouge. Ça, on a tous appris ça sur les bancs de la fac, sauf que chez l'enfant, c'est parfois beaucoup plus compliqué, surtout dans les premiers mois de vie. Et il faut écouter les parents et observer, car souvent, c'est des limitations dans les activités ludiques. Et l'enfant va souvent pas se plaindre. On voit des véritables enfants qui arrivent avec un tableau polyarticulaire depuis plusieurs mois,
sans beaucoup de plaintes. En fait, il esquive des gestes, et, il se remet à marcher bizarrement, etc. Donc il faut vraiment regarder ça. Bien entendu, ça reste une maladie inflammatoire, donc c'est des pathologies qui peuvent réveiller la nuit. Et attention à ces diagnostics portés beaucoup trop facilement de douleurs de croissance alors qu'il s'agit d'arthrite juvénile évoluant depuis plusieurs mois, avec un dérouillage matinal et des enfants qui mettent beaucoup de temps le matin pour pouvoir bouger leurs articulations. Donc, observer les patients, c'est important. Je ne vais pas vous faire la classification des arthrites juvéniles. C'est en grand mouvement depuis maintenant 5-6 ans dans le monde européen de la rhumatologie pédiatrique. Je fais partie des sociétés européennes de rhumatopédiatrique. Ça peut être parfois dès la première année de vie. Il y a des maladies complètement différentes qui vont sortir de l'ancienne classification. Vous avez peut-être tous entendu parler un jour de maladie de style de l'enfant, qui en fait n'est pas une arthrite juvénile, mais qui est une maladie purement auto-inflammatoire, où de grands progrès thérapeutiques ont eu lieu ces dernières années. Et on en voit encore, on a des patients à la HNFC avec des formes systémiques de maladies d'arthrite juvénile qui peuvent parfois poser des gros problèmes thérapeutiques avec un pronostic vital mis en jeu, vu qu'il y a de nombreuses complications, et notamment les syndromes d'activation macrophagique. Je ne peux pas parler de rhumatologie pédiatrique sans dire qu'il faut faire très attention à une forme particulière. Alors dommage, je ne crois pas que je vois de mes collègues pédiatres, c'est la forme oligo-articulaire, qui elle aussi, pardon Sabrina, juste Sabrina, je ne l'ai pas vue, tu es tellement devant que je ne t'ai pas vue. Et en fait, la forme oligo-articulaire va avoir une complication majeure qu'est l'uvéite. C'est une uvéite asymptomatique, donc aucune plainte, aucun signe. Il s'agit de faire voir ces enfants par des ophtalmologistes qui sont complètement spécialisés dans le domaine de l'inflammatoire, avec des examens à lampe à fondre tous les 3 mois, car nous avons 3 enfants, malheureusement, sur la région, qui sont aveugles d'un œil, parce qu'ils ont eu comme ça des toutes petites manifestations articulaires, un jour, 6 mois après une cheville, on a mis un peu d'anti-inflammatoire, on a laissé passer une oligoarthrite, et ces 2 petites filles sont complètement aveugles d'un œil et ne pourront jamais récupérer. Et je vous parle de patients qu'on a vus très récemment. Après, les autres formes ressemblent plus au rhumatisme qu'on voit chez l'adulte, avec une forme particulièrement compliquée aussi à diagnostiquer qu'à la forme sèche. Donc vous comprenez qu'il faut avoir l'habitude de voir ce genre de pathologie et être en collaboration. Alors vous allez me dire, ben, là, elle n'a rien dit de neuf, hein, le docteur Loz. Non, j'ai rien dit de neuf parce que tout ça, ça existait, sauf qu'il y a eu un changement majeur sur les 10 dernières années. On ne traite plus les rhumatismes inflammatoires de l'enfant comme ce qu'on faisait il y a 20 ans. Le pédiatre a besoin du rhumatologue, le rhumatologue a besoin du pédiatre. La prise en charge doit être extrêmement précoce parce qu'on ne veut pas juste un enfant qui va un peu mieux, mais on veut un enfant qui va complètement bien, en rémission complète de sa maladie, et on a les moyens thérapeutiques pour le faire, vu qu'il existe depuis donc 10 ans des biothérapies ciblées. Stop à la corticothérapie, stop à des enfants avec des retards de croissance majeurs, comme vous le voyez sur le côté gauche de la diapo, et les destructions articulaires. On ne pourra jamais revenir en arrière si le délai diagnostique et la mise en place du traitement est trop tardive. Et nous le voyons encore dans la région de façon fréquente. Alors, comment on a fait ? On a commencé avec l'équipe entière de rhumatologie. Jean-Charles dans son domaine d'éducation thérapeutique, j'y reviendrai. Marie, Anna-Maria dans le domaine de l'échographie qu'elles ont largement développé. Thierry dans le domaine des gestes intra-articulaires. Faire un travail interactif, collaboratif, ça fait plusieurs années qu'on l'a mis en place avec donc l'ensemble de l'équipe du service de Nicoletta. J'ai instauré avec Amandine Fichel des consultations conjointes, on voit les enfants ensemble, pédiatre et rhumatologue. Encore une fois, nous avons besoin l'une de l'autre. J'ai toujours la chance d'avoir le professeur Jean Sibillard qui, malgré ses fonctions de doyen des doyens au niveau national, vient 2 à 3 fois par an, toujours à la HNFC, pour voir les dossiers compliqués. Les enfants n'ont plus besoin d'aller à Paris ou que sais-je. On peut avoir des expertises tout à fait intéressantes et de centres de compétences ici à Belfort. On discute des dossiers avec Aliette Gisard, chirurgien orthopédiste infantile, qui nous adresse énormément d'enfants, vu qu'une fois que la cause infectieuse a été éliminée, nous les adresse en rhumatologie pédiatrique. Et je continue d'aller 1 fois par mois avec Claire au centre, donc à Jean Mingeot, en pédiatrie. Alors, faisant partie de ces différentes sociétés savantes de rhumatologie et maintenant de rhumatologie pédiatrique, étant membre de la section pédiatrique de la Société française de rhumatologie, j'ai fait partie d'un groupe de travail, alors sur plein de travaux, mais là, vous voyez que l'HNFC peut être fier. Nous sommes le seul service non universitaire à avoir participé à l'élaboration
des premières recommandations françaises de l'utilisation de la radiographie standard dans le monde de l'AJ. On va me dire, la radio standard à l'ère de l'IRM, c'est bizarre. Et il n'y avait toujours pas de recommandation nationale dans le domaine de l'imagerie, parce que les rhumatologues, eux, sont très friands d'imagerie, comme vous le savez. Par contre, les pédiatres, de peur de l'irradiation, utilisaient très peu les techniques d'imagerie. Et il est fondamental encore de savoir faire des radios à certains moments. Et donc, les premières recommandations ont été publiées très récemment. Une autre technique d'imagerie dont nous sommes très fiers dans le service de rhumatologie est l'échographie articulaire. 3 rhumatologues du service actuellement ont le diplôme d'échographie osteoarticulaire et Anna-Maria et Marie ont développé l'ensemble de cette activité que je vais un petit peu vous détailler. C'est une technique très bien tolérée par l'enfant, bien entendu non irradiant, pouvant être répétée facilement. C'est un examen dynamique, ce qui va nous permettre de voir aussi l'atteinte des tendons. On peut examiner plusieurs articulations pendant le même examen et ça va être d'une grande aide pour les gestes pour les petits, notamment sous Calinox, grâce à l'aide de nos infirmières qui ont été formées pour cela et pour visualiser un certain nombre de lésions. Le problème de cette technique, ça prend énormément de temps. Il faut avoir des médecins qui connaissent cela. Pour cela, Marie Bosser s'est formée à l'échographie osteoarticulaire pédiatrique, ce qui nous permet de faire partie d'une cohorte européenne au niveau de l'échographie osteoarticulaire. Donc, c'est opérateur dépendant. Vous ne pouvez pas envoyer comme ça une demande à tout radiologue, tout venant de faire une échographie pour un rhumatisme inflammatoire de l'enfant. Il faut être très entraîné. Qu'est-ce qu'on va regarder quand on fait une écho? Alors, vous savez, on peut vérifier des épanchements. C'est parfois très compliqué sur des petits enfants de moins d'1 an, de savoir s'il y a vraiment un épanchement, une hypertrophie du tissu synovial. C'est très intéressant aussi pour visualiser l'inflammation des tendons, donc les ténosynovites, et encore plus dans les spondyloarthrites, de regarder l'anthèse, donc l'accroche du tendon sur l'os, ce qui nous permet de faire des diagnostics beaucoup plus précoces que ce qu'on peut voir cliniquement, ce qui est parfois très compliqué, et l'IRM qui est un examen quand même moins facile à avoir rapidement. En rhumatologie adulte, depuis de nombreuses années, les recommandations dans la prise en charge des polyarthrites et des spondylarthrites ont été très bien codifiées, si vous voulez, et nous sommes depuis plusieurs années à la recherche de synovites infracliniques quand nous mettons des biothérapies en place, et souvent les gens sont extrêmement contents, mais parfois ils persistent de l'inflammation, ce qui nous permet d'optimiser le traitement, de rajouter une thérapeutique en plus en fonction des synovites infracliniques que nous détectons, chose qui commence à être faite dans le monde des arthrites juvéniles. Je vous avais déjà parlé des gestes, donc ça peut être soit un écho-repérage, soit un écho de guidage, notamment dans les articulations difficiles, ce qui permet d'optimiser l'efficacité du traitement et surtout lutter contre les effets indésirables. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand ce ne sont pas les rhumatologues qui réalisent ces gestes, bon nombre de gestes au CHU sont encore réalisés sous anesthésie générale, ce qui paraît juste incroyable en 2018, alors qu'on peut réaliser ces gestes avec des gens qui sont formés. Et donc pour cela, c'est Marie qui fait ça avec l'aide, et je les remercie, de nos infirmières qui ont été formées. Une autre chose fondamentale, comme je vous avais dit, ça peut être destructeur, ces rhumatismes, mais il faut savoir regarder la perte du cartilage articulaire et pas attendre de voir cette perte de cartilage d'un point de vue radiographique parce que vous aurez un délai beaucoup trop long, mais un signe précoce de destruction qui nous ferait également intensifier et optimiser le traitement. Alors vous allez dire que de choses, et encore une fois, tout ça, ça se fait pas par hasard, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et nous faisons donc partie d'une GIR cohorte écho. C'est un suivi échographique longitudinal des patients atteints d'AJ dans une cohorte européenne, dont Marie est en binôme avec un des grands spécialistes de l'imagerie osteoarticulaire dans le centre de référence de Necker. On ne pouvait pas parler de prise en charge de maladies chroniques sans parler d'éducation thérapeutique, et là la palme revient à Jean-Charles. La Société française de rhumato était une des premières sociétés savantes à s'être dotée d'une section. Jean-Charles fait partie du bureau de la section d'éducation thérapeutique de la SFR. Nous avons été, par mon intermédiaire, présents à la 10e journée nationale de l'ETP début d'année. Le programme avait été accepté il y a déjà de nombreuses années dans la prise en charge des rhumatismes inflammatoires chroniques de l'adulte en 2011 par l'ARS. Et nous sommes le 7e programme national de l'ETP dans l'AJ, en cours d'élaboration.
Vous savez que ces programmes d'éducation thérapeutique sont fondamentaux dans le changement du comportement du malade pour accepter l'observance, et je peux vous assurer que l'observance du traitement chez un enfant ou un jeune adolescent n'est pas toujours simple. Ces maladies, je ne l'ai pas dit au démarrage, peuvent être des maladies purement juvéniles, mais peuvent aussi démarrer à la première année de la vie et durer toute la vie. Donc il est fondamental de pouvoir mettre au cœur le patient. Et dans cette salle, il y a nos infirmières Catherine et Marie-Christine qui sont énormément investies dans notre éducation thérapeutique. Malheureusement, elles ne sont plus assez présentes, faute de temps, en rhumatologie. Elles ont par contre la volonté de continuer ce qu'elles font déjà avec les enfants et de poursuivre leur formation dans le centre des références à Paris. Alors tout ça, c'est effectivement beaucoup de travail, beaucoup d'années, et ça aboutit à quelque chose, c'est la reconnaissance. Donc la reconnaissance nationale et internationale, la HNFC fait partie des 28 centres de compétences de rhumatologie pédiatrique, sous ce qui a été labellisé en août 2017, donc coordonné par deux collègues et amis pédiatres, donc de Necker. Donc vous n'avez plus besoin d'envoyer des enfants à Necker. Nous sommes tout un centre de réseau, nous travaillons ensemble, nous nous voyons, nous avons des webconférences, nous avons tous les dossiers compliqués de biothérapie dont nous discutons. Donc nous sommes centre de compétences ainsi que le centre de Besançon, aussi bien donc dans le réseau de soins RES, des rhumatismes inflammatoires, et également dans la filière, donc des maladies rares. Et donc vous voyez Belfort, c'était encore Belfort à l'époque, qui était noté, Belfort fait partie d'un centre de compétences sur le centre pédiatrique que je représente. Alors voilà, on a des beaux diagnostics à faire, on a de l'imagerie qui se développe, mais tout cela, il faut vite le faire et vite le mettre en place, parce qu'il y a eu un changement complet dans la prise en charge, mais complet, et il faut ne plus entendre dire que les biothérapies sont des médicaments méchants, que le méthotrexate, il ne faut pas en avoir peur, il faut traiter les enfants comme il se doit. Les rhumatismes infantiles peuvent entraîner un lourd handicap et il faut les traiter. Vous avez compris que c'est un traitement précoce, de fond. Je ne vais pas vous faire un développement des posologies des différents traitements, je vais juste montrer les différentes biothérapies. Alors pour ceux qui sont un peu intéressés dans le domaine de l'immunologie, dans le rhumatisme inflammatoire de l'adulte, nous avons à peu près tous les ans des nouvelles thérapeutiques qui arrivent. Chez les enfants, c'est un peu plus long. Nous, ça fait un quart de siècle en rhumatologie inflammatoire qu'on traite nos patients par biothérapie. Donc les gens qui nous disent que c'est des nouveautés, franchement, il y a plus neuf, un quart de siècle. Par contre, chez l'enfant, il n'y a pas autant de molécules que ce qu'on voit en rhumatologie adulte. On a les anti-TNF, enfin deux anti-TNF qui ont la MM, un anti-L6, un abatacept qui joue sur le lymphocyte T et les deux anti-L1 pour les formes systémiques. Donc les traitements sont là, encore faut-il diagnostiquer les patients sans retard. Donc sans retard, je vous dis, nos enfants, et là non plus je ne la vois pas, dommage, on a une unité de recherche clinique à la HNFC qui fonctionne super bien, une équipe super dynamique, ce qui a permis également de rentrer dans cette cohorte européenne, et j'ai la chance de travailler avec Charlotte Bourgoin dans le cadre de la rhumatologie pédiatrique, et tous les enfants sont inclus, si vous voulez, petit à petit dans cette cohorte, et on les suit, et ça fait l'objet d'un travail très intéressant au dernier congrès national de rhumatologie. Je ne pouvais pas parler de l'unité de recherche clinique sans parler d'un travail qu'on a conçu dans le service de rhumatologie, coordonné. Il s'agit d'un travail, d'une étude française, multicentrique, 16 centres, tout a été fait à la HNFC. C'était rechercher les facteurs prédictifs d'observance dans l'arthrite juvénile idiopathique avec l'alliance thérapeutique. C'est une alliance un peu particulière, nous sommes 3. Dans cette alliance, il y a le thérapeute, l'enfant et le parent. Donc ce travail qui nous a demandé beaucoup d'énergie a été présenté au congrès francophone en mai, et j'ai la chance d'aller le présenter. Il a été retenu au congrès mondial américain de rhumatologie à Chicago dans 3 semaines, où la HNFC sera donc présente. Alors tout ça, c'est effectivement un investissement. Je suis partie de l'inflammatoire de rhumatologie pour aller dans le monde pédiatrique. Il n'est pas entendable d'avoir des enfants qui ne sont pas traités correctement. J'espère pouvoir poursuivre ce travail au sein de cet établissement, car même si la population est vieillissante et les systèmes actuels de santé publique nous demandent de faire de la médecine polyvalente, nous restons des spécialistes ultra spécialisés avec des demandes très précises, et effectivement je continuerai à me battre dans ce sens-là, à faire ma spécialité, mon ultra spécialité avec tous les collègues, les chirurgiens, les radiologues, les pédiatres, et ça peut être qu'une force extraordinaire. On a cette chance-là dans la région.
Donc j'espère pouvoir le continuer malgré tout ce qui se passe à la chaîne FC. Je tiens à remercier très chaleureusement mon chef de service et ami Jean-Charles, qui m'a soutenu depuis 16 ans pour tout ce travail.